patience, de nous supporter. En fait, comme vous le savez, à l'ère de la distribution digitale, la technologie a vraiment accéléré l'expansion des données, l'utilisation d'une façon massive, la big data, les IoT, la blockchain et plein d'autres, bien sûr, applications. En fait, notre atelier qui s'est déroulé ce matin, alors on a essayé de partager avec nos 4 experts que, en votre nom, je les remercie d'avoir fait le déplacement pour partager avec nous leur expérience, leur use case, leur savoir-faire et pour, bien sûr, nous assurer que, comme quoi, en fait, les robots ne vont jamais remplacer l'humain. Donc, on va essayer de vous donner un petit peu une idée de ce qui s'est passé. Donc, on va le faire d'une façon un peu comme débat. Donc, avant de vous donner la main pour les questions, donc, on va essayer de poser une question. En fait, c'est ce qui résume en fait la présentation de M. Adil concernant la définition de l'intelligence artificielle, parce qu'on en a trouvé plusieurs. Mais par contre, si Adil il a bien défini une définition beaucoup plus simple. Et la deuxième question, ça concerne, en fait, on passe d'abord la première question, après on enchaîne. Donc, qu'est-ce que c'est qu'en quelques lignes l'intelligence artificielle? Oui, vous parlez de ma définition préférée. Exactement. Alors, ma définition préférée de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement des techniques informatiques qui vont émuler les comportements humains pour apporter des solutions de façon plus rapide. Donc l'idée que j'essayais de faire émerger derrière ceci, c'est que l'intelligence artificielle, ou du moins les techniques qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, sont une convergence des mathématiques, de l'informatique et des sciences cognitives, c'est-à-dire nos interactions avec le monde qui nous entoure, et de les mettre en musique pour apporter des nouvelles solutions ou pour accompagner les humains dans leur vie de tous les jours. Donc l'idée, c'est d'apporter de nouvelles solutions grâce à ces techniques algorithmiques qu'on appellera l'intelligence artificielle. Hier, on a parlé de comment porter les technologies de l'information disruptives dans le core business des organisations. Comment vous voyez la valeur ajoutée de l'IA dans les entreprises d'une façon concrète et simple? Alors, toutes les possibilités de l'IA ne sont pas encore exploitées. On est à peine au début. Et si on est encore au début de l'expression de l'IA aujourd'hui, c'est parce que nous avons à la fois 2 composantes essentielles pour les faire fonctionner. Pour faire fonctionner une IA, on a besoin d'un côté de l'informatique, de la donnée, de beaucoup de données, parce que l'IA repose sur des techniques d'apprentissage qui sont regroupées dans la modélisation, dans les machine learning et le deep learning. Mais on a aussi besoin, donc comme on a besoin de la donnée, on a besoin aussi d'architectures de traitement très rapides qui vont permettre d'exécuter les algorithmes dans des temps très très courts et des temps acceptables pour la prise de décision. Et aujourd'hui, on a ces systèmes-là qui commencent à se déployer au sein des entreprises, notamment les projets Big Data deviennent de plus en plus matures, qui rentrent dans les entreprises. Aujourd'hui, le domaine d'applicabilité est très très varié. Je vais en prendre un, par exemple, pour les call centers. Aujourd'hui, un call center a amassé, depuis qu'il a commencé, peut-être au Maroc, je prends n'importe lequel, a commencé depuis quelques années. Il a en son sein déjà un patrimoine informationnel très important, qui est que ce soit les emails, que ce soit les enregistrements vocaux d'interaction avec les clients, qu'ils ont les opérations qu'ils ont menées, les temps d'exécution et ainsi de suite. Si on prend juste la parole, les enregistrements, aujourd'hui avec des mécanismes de modélisation, de text-to-speech, speech-to-text, on est capable donc de les transformer en texte analysable par des techniques de big data. Donc les techniques de big data, c'est qui sont inspirées du semantic web, qui sont le text mining, qui sont l'analyse de sentiments, enfin le sentiment analysis. Et ces techniques-là, en corrélation, peuvent construire des IA de chatbots, par exemple, pour apporter des réponses, pour apporter des solutions d'interaction homme
avec un environnement sur un système opérationnel. Et là, par exemple, un call center peut bénéficier de cette technologie-là, non pas pour remplacer le téléopérateur, mais pour donner à l'opérateur une autre fonction qui est plutôt la supervision et la prise de décision sur une conversation avec un client, au lieu d'être juste un lecteur de script, par exemple. Très bien, merci. Donc, Monsieur Caminal, une fois avoir vu un petit peu la définition de l'IA, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la partie machine learning, deep learning? Parce qu'on imagine mal comment une machine peut apprendre et quel est le process d'apprentissage. Alors, le machine learning, c'est effectivement, il y a deux parties. L'essentiel de la technique de machine learning que l'on voit de nos jours s'appelle le machine learning supervisé. C'est-à-dire globalement, quand vous avez par exemple un grand nombre de mails et vous savez que les mails sont des spams ou pas, et vous allez construire un système d'analyse de mails. Ou si vous avez des images et vous connaissez le tag, le contenu des images, vous avez un système de reconnaissance d'images. Donc, c'est des techniques de base à la fois du big data, du data analytics, prescriptive analytics, classique, enfin entre guillemets, que l'on voit depuis quelques années. Le deep learning apporte deux choses. Deep learning apporte d'une part, c'est une capacité de ne pas avoir à faire un pré-traitement pour extraire les caractéristiques importantes de la donnée. Typiquement une image, on n'a pas besoin de, voilà, on donne beaucoup d'images au système et il va apprendre automatiquement quels sont les paramètres à reprendre de l'image pour pouvoir reconnaître que c'est un chien ou un chat, par exemple, d'une part. Et la seconde, c'est la flexibilité du modèle lui-même qui est un peu basé sur les réseaux de neurones qui permettent à une machine de programmer la structure même du réseau de neurones qui va permettre d'implémenter l'algorithme. Donc c'est la direction dans laquelle on va avec le auto-machine learning, le self-learning et ainsi de suite, qui est une direction très forte de l'IA. Merci. On passe à Monsieur James. Donc tout à l'heure, on a vu, vous avez parlé des bénéfices de l'IoT et de l'IA en général pour les entreprises, pour essayer de booster leur business et améliorer la compétitivité et la qualité de service. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut d'abord créer un écosystème de personnes qui vont réfléchir à des cas d'usage. Et cet écosystème, ce n'est pas uniquement des sociétés extérieures, ça peut être des groupes dans la même entreprise, ça peut être les équipes marketing, ça peut être le commerce. Réfléchir ensemble à des cas d'usage, à des business cases, définir en fait des objectifs. Et de là, on va pouvoir en créer de la valeur. Maintenant, pour pouvoir en extraire la valeur, ça a été dit tout à l'heure, cette donnée brute, il faut savoir la raffiner. Et pour pouvoir la raffiner, il y a des technologies comme l'intelligence artificielle qui permet de la raffiner encore plus finement et pouvoir l'exploiter, mais il faut la faire rapidement, localement. Et il faut également apprendre des autres entreprises qui ont peut-être fait ces expérimentations, mais pas uniquement celles-là, également des sociétés innovantes qui réfléchissent sur des sujets qui sont peut-être aux prémices de quelque chose de beaucoup plus gros, et également les inclure en fait dans ces réflexions et ensemble pouvoir en fait créer quelque chose qui va apporter de la valeur aux citoyens et aux clients. Merci. Mesdames et messieurs, on a eu un petit peu un tour de raison sur l'IA, sur quelques applications et les bénéfices. Maintenant, on va parler un peu du sérieux, parce que quand on parle de l'IoT, Big Data, il y a plusieurs données qui sont, on ne sait pas où, des fois. Donc on parle d'un périmètre qui est beaucoup plus grand qu'avant, de données qui sont piratables, qu'on peut attaquer à n'importe quel moment. On parle jusqu'à présent, on parle de hackers, qui sont des humains pour l'instant, heureusement. Mais quand on parle de l'IA, il y aura des robots qui vont travailler. Mais est-ce qu'on a pensé aux hackers, les RH, on parle des RH, pas les ressources humaines, mais les robots hackers. Dans ce sujet, il y a M. Hilmi qui va nous éclairer sur cette partie-là. Cybersécurité, quid l'IA de la cybersécurité? Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par reposer la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, messieurs, dames, les responsables d'informatique, quelqu'un qui a déjà eu affaire à mettre en place, que ce soit sur le côté perso ou pro, une application de sécurité à base d'IA ou une application de sécurité tout court? Visiblement, on est encore très loin.
c'est pas que l'IA n'est pas intéressée par la cybersécurité ou inversement, c'est que on est vraiment dans les usages. Aujourd'hui, l'IA dans les usages est une vraie réalité. Que ce soit dans le domaine médical, on fait des opérations chirurgicales aujourd'hui assistées par IA. On a des drones qui font de la livraison un peu partout dans le monde, c'est une réalité. Les voitures autonomes, c'est pour demain. Quand on parle de voitures autonomes, on est en train de parler de voitures dont la valeur est à 70% représentée par le logiciel qui est embarqué. Donc ça a ouvert l'appétit à d'autres acteurs, de nouveaux acteurs comme Apple, comme Google. Et ce sujet se matérialisera ou sera d'actualité à horizon de 2020. Alors peut-être que chez nous, d'ici 2022 ou 2025, ça sera une réalité. Si c'est le cas, peut-être que vous irez à la même boutique à Darb Ghallef pour réparer votre smartphone et votre voiture. Donc l'IA est un enjeu, en même temps une opportunité. Il y a un fossé qui se creuse tous les jours entre les hackers et les systèmes de défense. Je pense que c'est une problématique que connaissent tous les RSSI et tous les DSI. Il y a un expert qui a sorti une phrase très intéressante en disant que 50% des entreprises sont hackées, les 50% qui restent ne le savent pas encore. Helmi, est-ce que concrètement, actuellement, on a des applications qui sont développées, des algorithmes en IA, qui font le travail de la supervision pour être proactif? C'est-à-dire parce que, comme on le sait, tout le monde le sait, quand on parle d'antivirus, par exemple, à titre d'exemple, pour détecter le virus, il faut qu'il soit déjà sur la base. Par contre, est-ce qu'il y a un apport de l'IA pour détecter de nouveaux virus, par exemple? Alors, l'IA se positionne comme élément nouveau pour changer le paradigme avec lequel on adresse la sécurité ou la technologie de la sécurité. Aujourd'hui, quand on voit ou quand on fait le tour des éditeurs de sécurité, on est plus sur la recherche des patterns, on cherche des signatures, ce qui veut dire qu'on cherche à détecter des choses qui sont déjà connues, répertoriées, mises dans les bases de connaissances des différents éditeurs. L'apport de l'IA, c'est effectivement de faire face autant que possible aux nouvelles attaques, aux attaques 0D, aux attaques persistantes. Donc on est plus dans un changement de paradigme, d'approche, pour compléter justement les outils qu'on connaît aujourd'hui, on connaît aussi leurs limites. Voilà. Merci, c'est Amine. Bon, maintenant on va passer à une étape très cruciale. Vous allez voir, vous allez découvrir des talents marocains qui ont développé une application purement marocaine. On applaudit Monsieur Ihab Bendidi qui va nous faire une présentation d'une application. Il a eu le premier prix à l'échelle nationale au concours Innovaiti qui a été organisé par l'OSIM et qui a été encadré par Monsieur Saïd Bensbeh que je salue. Donc je vous laisse découvrir une application de l'IA. C'est Ihab. Bonjour, je vais raconter ça comme une histoire. Notre concept, ça a commencé avec 4 étudiants qui avaient une vision, c'était que chaque personne doit être plus indépendante. C'est-à-dire chaque personne doit essayer de résoudre ses problèmes par lui-même et ne pas toujours rechercher d'autres personnes pour le résoudre. Donc on a pensé que la technologie, c'est le meilleur outil pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire elle te donne la capacité, elle te donne un support pour pouvoir résoudre les problèmes sans toujours avoir besoin d'une aide extérieure. Donc, quand on a commencé, on s'est approché des malvoyants. Les malvoyants sont les premières personnes qui ne sont pas vraiment indépendantes. Elles sont toujours dépendantes sur d'autres volontaires, sur des personnes qui les aident pour leur montrer la route. Les malvoyants ne peuvent même pas trouver un objet qu'ils ont perdu. Donc, c'est là qu'on s'est approché d'eux, on a vu c'est quoi leur problématique. C'est-à-dire, on voit déjà qu'il y a quelques volontaires qui veulent les aider. Au Maroc, il y a plusieurs personnes, il y a plus que la moitié des jeunes qui veulent aider les malvoyants s'ils ne les trouvent pas à la route. Mais un malvoyant, est-ce qu'il va toujours attendre quelqu'un pour pouvoir l'aider? Ou bien est-ce qu'il va toujours avoir quelqu'un dans ses alentours pour les aider? Donc c'est là où on a trouvé le concept et on a trouvé qu'il y a des solutions. C'est-à-dire la plupart ici savent déjà l'application Be My Eyes. Be My Eyes, c'est une application qui fait main intermédiaire entre des volontaires et des malvoyants.
Elle fait cet intermédiaire pour pouvoir les aider à travers des appels vidéo. C'est-à-dire, si moi je suis un malvoyant, je suis dans une situation difficile, je peux lancer Be My Eyes et lancer un appel vidéo avec toutes les personnes qui sont dans les alentours ayant l'application. Et à travers d'un appel vidéo, elle peut m'aider. Mais la phrase dite la plus de temps par les malvoyants, c'est que ça ne leur donne pas le sentiment qu'ils sont indépendants. Ils doivent toujours être dans une situation où ils ont une Internet, il y a beaucoup de contraintes. Donc c'est là qu'on a commencé par la conception d'une solution, Angel Eyes, qui permet de reconnaître tous les objets dans les alentours et savoir guider le malvoyant pour arriver aux objets désirés ou bien dans l'endroit désiré. Donc ce concept a commencé comme cela, mais ça a évolué petit à petit, donc ça a commencé comme cela. Mais on a pensé que si on peut créer un noyau IA qui permet de reconnaître pour les malvoyants, on peut guider n'importe qui. Ce n'est pas seulement les malvoyants, mais n'importe quelle personne dans la société, elle peut être guidée pour achever son but. Là encore, on a eu encore une autre extension, c'est-à-dire si on peut guider encore un malvoyant, est-ce qu'on ne pourra pas guider une voiture autonome? Ou est-ce qu'on peut pouvoir guider un drone? Donc il y a plusieurs cas d'utilisation et là on a pensé à créer un noyau IA. Un noyau IA qu'on peut intégrer dans n'importe quelle entreprise ou bien qu'on offre comme AI comme service, as a service. Et comme ça l'intégrer dans n'importe quelle situation quand c'est de la reconnaissance d'image, quand c'est du guidage. Donc je peux parler, déjà maintenant on s'est inséré dans un peu le marché hospitalier, c'est-à-dire on a créé un modèle qui permet de reconnaître les tumeurs cancéreuses dans les résultats des radios. Donc maintenant, un médecin peut avoir un support pour pouvoir faire rapidement son diagnostic sans pouvoir attendre une semaine ou deux pour avoir les résultats. Et c'est comme ça qu'on essaie d'évoluer petit à petit. Et maintenant, on a des perspectives pour créer encore d'autres modèles, des modèles parce que notre application, elle travaille avec, elle reconnaît la voix, c'est-à-dire un malvoyant doit la contrôler à travers sa voix, à travers des paroles. Donc on a essayé de la développer, maintenant elle est en français et en anglais. Maintenant, on essaie de créer un modèle qui travaille avec les dirigeants pour pouvoir comprendre les Marocains. Et en même temps, on la rendre plus précise et efficace. Est-ce qu'on peut voir directement l'application parce qu'on a hâte de voir cette expérience, cette belle expérience. Tu peux t'approcher de la caméra pour voir. Je pourrais la lancer. Rachid, je rappelle juste en termes de temps, peut-être 1 ou 2 minutes. Donc, elle permet de reconnaître en temps réel les personnes. Donc, je vais faire un peu. One person. One person. One toilet. Donc, je vais Donc faire un- là, il a reconnu One la person. bouteille. Donc, ils sont très loin. One Je person. connais juste quelques personnes. Tu peux Four t'approcher. people. Ouais, Tu peux t'approcher. s'il Three te plaît. people. Two people. attendez. Attendez, il y a une... Ah, tu refais. Peut-être qu'il y a 10 personnes dans la bouteille qu'on ne voit pas. Angel Eyes vocal feedback initialized. C'est l'intelligence artificielle. Et il ne veut pas la reconnaître, elle a quelque chose à... Maintenant, on va répéter. One chair. One cup. One cup. Three people. 3 people, ok. One person. One cup. One pad. Je pose le téléphone ici. One person. One remote. Très bien. Donc, pour montrer à l'audience comment ça se passe, les images, tu peux montrer à la caméra, tu peux te mettre ça en face de la caméra, s'il te Donc, plaît. elle peut aussi faire le tracking des objets qui mouvent. Donc, One person. elle peut le suivre. Two people. Elle a vu aussi la personne dans l'écran. One person. Voilà. One person. Ok, une détection. Two people. Voilà. Très bien. Two people. Très bien. Merci, Yep. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. On prend une petite question, ou deux maximum, s'il vous plaît, parce qu'on est peut-être en retard. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, s'il vous plaît? Je voudrais tout d'abord saluer Ihab et son équipe et aussi le ZIM pour supporter ces gens de talent. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec des petites ressources. J'avais eu l'occasion de parler avec Ihab en personne. Je voudrais juste savoir quelles seront les étapes que vous projetez entamer pour prendre ce projet, pour le mettre en production. Quelles sont les aides dont vous aurez besoin en termes de ressources, de support, etc., pour pouvoir mettre ce projet en production. C'est tout.
Donc, l'étape prochaine, c'est, comme j'ai déjà dit, on va faire des modèles qui travaillent avec l'arabe et la darija pour pouvoir l'intégrer dans la société marocaine facilement. Mais les contraintes qu'on a, c'est premièrement l'infrastructure. C'est-à-dire maintenant, l'application marche en offline, mais on veut travailler avec l'offline et l'online. L'edge computing pour pouvoir faire sans avoir... parce qu'il y a des régulations dans les données. On ne peut pas stocker les données, donc on doit vraiment les traiter rapidement et pouvoir les supprimer et ont des modèles entraînés. Il y a beaucoup de contraintes. La contrainte la plus importante, c'est les données. C'est-à-dire qu'on a besoin de plusieurs données, beaucoup de données pour pouvoir entraîner des modèles. Pour le moment, notre modèle, il reconnaît jusqu'à 90 objets dans la société, dans l'entourage d'un malvoyant. Mais on doit avoir beaucoup plus pour pouvoir le guider plus directement. C'est-à-dire si on a 1000 objets, ou bien 2000 objets, ou même 3000 objets, on peut pouvoir le guider dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel but. Donc c'est ça l'étape prochaine pour pouvoir la mettre en production. Merci. Merci tout le monde. Mesdames et messieurs. Rachid, j'ai eu le micro. D'accord. Rachid, on m'a donné un micro au fond de la salle, derrière. Rachid. Pardon? En fait, Allô? En fait, pour répondre à la question de Si Mohamed, ce n'est pas à lui de chercher la solution. Steve Wozniak, quand il a inventé son Apple, ce n'est pas lui qui l'a commercialisé. Il a été chercher un big monsieur pour justement faire le travail fantastique de la révolution de l'informatique d'aujourd'hui, Steve Jobs. Alors, dans la salle, au moment où Ihab faisait sa démo, j'ai quelqu'un qui m'a posté, je vais lire le message. C'est pour ça que les assises de l'OSIM et l'OSIM sert à ça. Je vais vous lire. Et je peux l'intégrer au mois de novembre dans un programme d'accélération piloté par Maroc PME. Je crois qu'on doit saluer... Bravo. On doit saluer Maroc PME. Les assises de l'OSIM servent à ça. Plusieurs projets sont nés des assises de l'OSIM. C'est Saïd Mataïch m'en parlait hier. Donc voilà, c'est à la salle en fait. C'est aux incubateurs et à l'APB de chercher donc justement, on va dire, l'écosystème propice au développement de ce genre d'innovation. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs. Merci à nos chers experts qui ont fait le déplacement pour partager avec nous. Merci à tout le monde. Je tiens à remercier Saïd. Je l'avais dit à Ihab et je le dis en public. Je me porte volontiers pour vous aider, supporter aussi sur le projet. Et vous connecter peut-être à des investisseurs qui sont à l'étranger. Donc, je pense que c'est un moyen pour nous et comme Monsieur le ministre et comme plusieurs gens l'ont dit hier, d'ajouter notre pierre à l'édifice pour pouvoir promouvoir ces projets qui sont locaux. Parce que, et je le dis, je le répète, il faut qu'on passe d'une étape de consommateur de solutions technologiques à une création vraiment d'innovation. Donc, vous avez mon contact et n'hésitez pas, je serai votre ambassadeur au niveau international pour votre application. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une place? Moi, si j'ai un projet, on en parle. Merci beaucoup, merci. On applaudit nos chers experts qui ont fait le déplacement pour ce partage, ce fameux partage. Oui, la photo. C'est celle. Ah oui, pardon, dessin. Excusez-moi. Effectivement. On a peut-être un mot. Un petit commentaire? Rapidement. Comme vous voulez. Ouais, je dirais que c'est de moins en moins vrai. Parce que les robots maintenant, ils sont... Un des challenges de l'IA, c'est que les robots doivent apprendre le common sense knowledge, la connaissance que l'on a tous des choses. Et cette connaissance-là, elle ne se prend pas au niveau des données, elle ne se prend pas par du machine learning comme ça. Les robots vont lire dans les livres, par exemple. Voilà. Et donc je pense que c'est une dimension un peu importante. On est quand même en train de sortir, l'IA est en train de sortir du modèle de machine learning classique avec beaucoup de données. Et on va vers d'autres approches. Vous avez vu les robots, les systèmes de Google qui ont gagné contre un championnat du monde de Go. Ils ont appris à jouer au Go en 4 heures, en jouant l'un contre l'autre par exemple, sans données préalables. Donc je pense qu'on sort un peu de ce schéma-là. Merci Thierry. Vous avez parlé de la connaissance. Une petite minute s'il vous plaît. Juste j'ai eu, je me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez DIQI, l'acronyme DIQI, Data, Information, Knowledge and Wisdom.
Bon, la data, bien sûr, elle était stockée, saisie, un peu archivée, et puis on est passé à l'information, la traiter pour comprendre les choses, et après on a construit une connaissance. Maintenant, je crois qu'on est à l'ère de wisdom, la sagesse. Je crois que c'est ce qui va manquer à l'intelligence artificielle, tout ce qui est émotion, tout ce qui est sagesse, ça ne va pas s'apprendre, je crois. Et merci beaucoup. Merci Cissé de nous avoir donné cette occasion, et merci à tout le monde. Bon, enfin, Vous prenez en photo, une deuxième photo après le deuxième photo, applaudissement. On peut dire applaudissage, fautage. On remonte. Merci beaucoup. Bravo à vous.